C'est un gros enjeu en matière de logement et d'aide aux précarisés. L'état de nos logements sociaux, souvent qualifiés de vétustes ou de mal pensés. BX1 va bientôt diffuser un reportage tourné pendant la rénovation du Peter Boss. Quels enseignements en tirer? Comment s'y prendre quand des cités sont encore habitées et qu'il faut des travaux? Quel bilan général à Bruxelles pour ces tours parfois immenses? On va échanger et débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec moi en plateau, Romain Farrugia, bonjour, vous êtes juriste pour le syndicat des locataires. Bonjour aussi à vous, Cédric Mailleux, vous êtes le directeur général de Comencia. Vous intervenez dans le film et vous êtes bien placé, on le verra, pour expliquer les complexités de ces rénovations de logements sociaux. De même que Mouna Tekal, bonjour, vous travaillez pour le logement bruxellois, vous êtes assistante sociale. On verra en quoi votre mission consiste au-delà de la gestion même des travaux d'un chantier. On a besoin de gens qui ont vos compétences. Et puis, il fallait aussi une connaissance architecturale et merci Hubert Lyonnais d'être là. Vous enseignez l'architecture à l'ULB et vous êtes aussi actif dans un bureau d'architectes. La première question pour vous, Cédric Mailleux, où en est-on aujourd'hui dans la gestion de ce chantier de la cité du Peter Boss? Si on fait la recherche, on voit beaucoup d'articles sur des gens qui se plaignent, mais il y a quand même une partie des travaux qui sont achevés. On en est où là maintenant et ça a coûté combien? Alors le Peter Boss 16, il est fini, donc totalement terminé. La réception provisoire a eu lieu il y a 1 an et demi et il y a quasiment 1 an qu'on a fêté avec les habitants l'inauguration de la fin des travaux et le fait que chacun ait pu retrouver son logement plus grand, plus spacieux, plus confortable, avec une meilleure performance énergétique. C'est pas la toute fin des travaux, il y aura encore d'autres travaux. Alors ici, on parle bien du Peter Boss 16, donc effectivement au Peter Boss, il y a plusieurs grandes tours, et donc le chantier suivant, c'est le Peter Boss 10 et 11, dans lesquels nous allons aussi refaire l'enveloppe pour l'isoler et remplacer les menuiseries et retravailler effectivement tout ce qui concerne la lutte anti-incendie. La particularité, c'est pas la seule, mais enfin il a fallu, ce qui rendait ce chantier-là très délicat, c'est que on pouvait pas mettre les gens dehors parce que pourquoi d'ailleurs, vous allez nous expliquer, mais que c'était vraiment des travaux lourds avec aussi leur part d'ailleurs de surprise, bonne ou mauvaise par moment. Absolument, donc effectivement la première chose c'est que pour pouvoir reloger des habitants, il faut avoir des logements, suffisamment de logements. On parle ici d'une tour de 117 logements, donc c'est assez grand, c'est énorme. Ça veut dire 117 familles qu'il faut pouvoir reloger si on veut tout vider. Or, nous n'avons pas suffisamment de logements pour pouvoir revider. Et il y a aussi toute la liste d'attente, parce qu'on a 40 000, 45 000 logements sociaux en région bruxelloise, et il y a 50 000 personnes qui sont en liste d'attente et qui attendent pour entrer dans le logement social. Par ailleurs, il y a aussi une question évidemment de financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous videz un logement entièrement, il faut tout à fait le rénover. Et donc ici, on avait un financement pour faire l'enveloppe extérieure, pour faire effectivement des travaux lourds, c'est-à-dire des travaux qui ont permis une meilleure performance énergétique, qui ont permis aussi d'agrandir le logement, puisque l'ancienne terrasse a été incorporée à la pièce de séjour. Donc il y a une pièce de séjour qui est plus grande de 6 à 8 mètres carrés par logement, et des nouveaux balcons qui ont été posés par l'extérieur, et donc qui permettent d'agrandir le logement. C'était des gros travaux pour les fixer. Et donc effectivement, ce sont des gros travaux, et il y a eu une discussion permanente avec l'entrepreneur pour trouver les manières de le faire qui soient les moins invasives possibles. Romain Farrugia, ce chantier, il a été compliqué. Vous avez été mis à contribution, le syndicat des locataires, pendant cette période. On entend votre président à un moment donné dans le reportage, on ne le voit pas, on aura des extraits dans un instant, mais oui, c'est un dossier que vous avez suivi au syndicat. Oui, effectivement, le syndicat des locataires a été saisi par les locataires qui n'en pouvaient plus des nuisances, également de la dangerosité du chantier, et qui réclamaient à juste titre une compensation. Donc on a obtenu 5% de diminution des loyers, si je me souviens bien, et donc il fallait absolument que ces locataires puissent faire entendre leur voix auprès de Comencia pour bien mettre la lumière sur tout ce qui n'allait pas pendant ce chantier. Et on espère que les prochains chantiers qui sont annoncés se dérouleront dans des meilleures conditions. Mais on a déjà des locataires qui s'inquiètent et qui viennent un peu nous voir pour
pour que nous demandions à Comencia des précisions sur la façon dont les prochains chantiers vont s'opérer. Sur les prochains travaux, Cédric Mailleux, vous pouvez dire quelque chose aux locataires? Il y a des leçons qui ont été tirées de la première grosse rénovation? Il y a plusieurs leçons qui ont été tirées, effectivement. Donc, je crois que la première, c'est l'importance de l'accompagnement social avec les locataires pendant les travaux, mais aussi avant et voire après. Parce que quand on est dans un logement qui est basse énergie, après, il faut pouvoir aussi le gérer. Donc, c'est aussi tout un travail social. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on a mis en place pour la première fois au Peter-Bosch 16. Et à la fin des travaux de Peter-Bosch 16, on a dit, en fait, on va pérenniser cet emploi-là. On va le pérenniser parce que c'est un emploi qui était indispensable dans toutes les rénovations qui sont à venir avec des locataires occupants. Et donc, il faut aussi qu'on puisse communiquer. Et donc, une autre leçon, je dirais, du Peter-Bosch 16, c'est cette nécessité de communiquer, mais de communiquer avec plusieurs canaux. Donc, c'est-à-dire que historiquement, on faisait surtout des séances d'information générale auxquelles on faisait un PowerPoint, on expliquait aux personnes, et puis on se disait, voilà, on a expliqué, c'est bon. En fait, non. Parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas, des personnes qui n'ont pas tout compris, des personnes qui n'ont pas osé poser la question parce qu'il y a trop de monde. Et donc, je pense que c'est cette réalité de multicanaux où on a cette accompagnante sociale qui peut oralement réexpliquer les choses individuellement. On a mis en place des permanences chantier aussi pendant le chantier pour que les gens puissent venir à un moment où il y avait notre accompagnante chantier, mais aussi l'entrepreneur pour expliquer les difficultés. Et surtout, le fait de passer aussi par l'écrit. Alors, tout le monde n'a pas l'alphabétisation nécessaire toujours, mais en fait avoir une trace écrite, ça permet aussi de se remettre sur quelque chose. Et donc c'est quelque chose qu'on a lancé nous dans ce chantier-là pour la première fois, c'est une newsletter chantier. On en a fait 5 ou 6 numéros sur la durée du chantier, avec à chaque fois les explications et reprendre les numéros de contact, les conseils, etc. Et donc je pense que ça, c'est les grandes leçons qu'on a tirées. Et effectivement, nous avons aussi déjà maintenant des locataires qui viennent vers notre accompagnant de chantier qui est basé au Peter-Bosch. Et ils l'ont déjà bien identifié, on a déjà fait des réunions avec eux, ils savent qui elle est, on a déjà envoyé des newsletters, ils ont son numéro de téléphone. Et donc régulièrement déjà aujourd'hui, ils l'appellent pour demander des explications. Comment est-ce qu'avance ce chantier? Mouna Tekal, c'est pas du cosmétique. Ça, vous le voyez, on change de commune avec vous, on va sur le territoire de la ville de Bruxelles, mais c'est important, c'est votre quotidien, c'est d'aller vers les gens pour leur dire quoi d'ailleurs? Juste les rassurer ou bien on peut vraiment mettre en place des choses en étant quoi, la courroie de transmission finalement? Les deux. On est dès le début impliqué dans le chantier, donc il y a toute la partie préparation du chantier. On travaille énormément avec le gestionnaire de projet qui est l'architecte chez nous en interne. Et puis, il y a tout le travail avec l'entreprise aussi. Parce qu'il y a le travail avec le locataire pour pouvoir expliquer tous les travaux, mais un peu comme vous le faites dans votre société. Mais il y a aussi tout le travail d'information auprès de l'entreprise pour qu'ils prennent conscience aussi des difficultés qui sont vécues chez le locataire. Je pense que c'est vraiment un aller-venu constant. Mais vous êtes vraiment dans l'influence de l'un et de l'autre ou bien dans la transmission de demandes et d'informations entre guillemets? C'est pas pareil. C'est les deux. Il y a la transmission d'infos et je pense que c'est essentiel parce qu'une fois qu'on sait ce qui va être fait à la maison, on est déjà un petit peu rassuré. Et puis il y a aussi, allez, comment dire, on coordonne aussi les choses et on réajuste les choses aussi quand on voit qu'il y a des travaux qui vont trop vite, qui ne prennent pas en compte parfois le quotidien des locataires. On va voir l'entrepreneur avec l'architecte et on demande que les choses soient phasées autrement. Et c'est possible. C'est possible, je me tourne vers l'architecte, à Hubert Lyonnais, quand on est comme ça dans un chantier qui est quand même très massif. On voit derrière moi cette tour du Peter-Bosch qui a été rénovée. Il y en a d'autres, vous avez travaillé vous sur le chantier Versailles. C'est possible d'adapter parce qu'il y a des échéances, il faut que le béton sèche, il faut que le corps de métier A arrive avant le corps de métier B. Donc ça, un architecte ne peut pas toujours s'adapter aux demandes, j'imagine. Alors, je crois qu'il y a effectivement des contingences de chantier qui demandent effectivement de pouvoir s'adapter. Mais je crois qu'il y a aussi un travail en amont de préparation, de connaissance du bâtiment, de travail en fait avec les sociétés les gestionnaires, mais aussi avec les habitants. Donc ça renvoie à ce travail de communication et d'information qui doit vraiment être fait pour bien préparer l'ensemble des participants au chantier, à cette aventure qu'est le chantier. Et donc je crois que là aussi en termes de conception, il y a une intelligence à avoir pour pouvoir intégrer des questions de phasage. Donc il y a par exemple, c'est assez habituel, par exemple des chantiers qui peuvent fonctionner avec des opérations, ce qu'on appelle tiroirs, c'est-à-dire des habitants qui sont relogés ou des unités qui sont mises à disposition.
Donc il y a toute une logistique qu'on peut imaginer et qu'on peut intégrer dans la conception du projet. Parce que vous m'avez parlé tous les quatre, et c'est bien normal, des habitants de la cité. Dans le film Peau neuve au Peterboss, eh bien, on les entend et je vous propose une petite compilation, quelques extraits, je les ai rassemblés. Ce sont des habitants du Peterboss qui racontent comment ils ont vécu ce chantier. Vous allez voir, ils ont dû s'accrocher. Je ne vais pas mentir, les rénovations ont été très très dures parce qu'on a logé dans le bâtiment pendant les travaux. Ouais. Et donc c'était pas facile pour tout ce qui est hygiène, poussière. Ils auraient dû mettre la toile comme ils avaient dit, avec un scratch tout au long du plafond. Et alors je n'avais pas de poussière. À chaque fois qu'il y avait une pluie, il y avait l'eau partout dans la maison. Tu prenais les draps, les vêtements, je posais là tout autour, je mettais les seaux. C'est peut-être le moment là où on était un peu fâchés. Voilà. Vous avez vécu les travaux aussi? Ouais, ça n'a pas toujours été évident. Ah ouais, clairement. Mon amie, elle a 90 et quelques, 92. Ah ouais, non. Oui. Non, c'était pas évident du tout. Non. C'est pas poussière et tout ça, mais bon, ça va. Poussière, ouais. Le rendu est bien parce qu'il y a plus d'espace. Hein. Mais il fallait supporter quand même. Oui, absolument. Pas facile. Mais bon, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bon, ça, c'est la conclusion d'une des personnes qui fréquente la cité. Il vient voir son ami là-bas, elle est âgée. Je voudrais venir sur 2 points. D'abord, la sécurité. C'est quand même quelque chose d'important. Vous l'avez pointé, Monsieur Farrugia. Au Peterboss ou ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte, vous dites, dans les chantiers, et notamment de logements sociaux, les grosses rénovations. Je ne vais pas me permettre de dire que la sécurité n'est pas prise en compte dans les chantiers de rénovation, mais il faut toujours être très très vigilant, puisqu'on a quand même eu un exemple où il y avait eu des gros problèmes de sécurité. Donc on est très très vigilant sur les prochains chantiers, mais je ne vais pas porter de jugement a priori sur une personne, un ouvrier ou un entrepreneur. Mais voilà. c'est un point d'attention pour le syndicat des locataires. Même chose du côté du logement bruxellois, mais c'est quoi les dangers que vous pointez? C'est le fait que les outils restent en fin de journée? C'est le fait que pendant qu'on travaille, c'est dangereux pour les habitants? Comment ça se manifeste concrètement, ces problèmes de sécurité sur les chantiers? Puis on entendra quelques éléments de réponse du côté de Comencia ou de l'architecte. Je prends l'exemple des échafaudages, c'est assez classique. Donc, il y a des mesures de sécurité comme information qu'on transmet auprès des locataires. Et aussi, au niveau du chantier, on ferme bien les fenêtres. Parfois, elles sont condamnées. Donc, dans les nouveaux châssis, le temps que les échafaudages soient retirés pour éviter qu'il y ait tout accident et que des enfants passent. Donc, ça, c'est une des mesures qui est primordiale. Il y a aussi, en été, en période estivale, pendant les congés du bâtiment. Donc ça, c'est plus la sécurité extérieure qui est liée à des risques de cambriolage ou de vandalisme. Et donc, on a un point d'attention qui est assez grand, où on demande à l'entrepreneur de sécuriser l'échafaudage pour pas qu'il y ait des intrusions pendant cette période-là. Alors, par rapport aux outils, non, il n'y a pas d'outils qui restent dans le logement quand il n'y a pas d'ouvriers. Il y a des cabines de chantier qui sont là et des locaux qui sont là aussi où sont stockés le matériel, mais pas chez le locataire. Mais Hubert Lyonnais, c'est vrai que un chantier, c'est du matériel, c'est des échafaudages. J'imagine qu'on ne peut pas démonter jour après jour. Et donc, à un moment donné, c'est un problème pas forcément soluble. Non, donc c'est un point d'attention, c'est clair. Et puis là, ça renvoie effectivement à un travail de nouveau de coordination, de communication, d'information, et puis un travail de concert avec l'entreprise en charge des travaux. Et là, il faut reconnaître qu'il y a quand même des savoir-faire, il y a des protocoles, il y a des personnes qui sont en charge de ça. Et donc, voilà, un chantier n'est pas sans risque. Voilà, moi, je crois que en amont même de la dangerosité, je crois que c'est le caractère effectivement, on pourrait dire violent en fait et intrusif d'avoir un chantier au pas de sa porte. Et pour les personnes qui doivent vivre effectivement ce chantier habité, on mesure bien, et le reportage pour ça je trouve est assez éclairant, bien qu'au quotidien c'était une épreuve. Et c'était pas 2 semaines de travaux. C'était pas 2 semaines de travaux. Et on voit aussi que c'est intéressant que des alternatives
sont offertes. Et ça aussi, je crois que c'est très important dans la gestion du chantier, de pouvoir en fait offrir des alternatives, parce que les habitants pouvaient rester s'ils le souhaitaient. On voit que c'est le cas de certains. D'autres, en fait, ont eu la possibilité à un moment donné d'être logés à un autre endroit quand le chantier était effectivement Mais certains disent qu'ils ne voulaient pas quitter leur appartement. Hein. Cédric Mailleux, c'est pas forcément évident pour des gens. Vous aviez prévu quoi, un logement au départ, et puis il a fallu augmenter. Et puis on entendra Romain Farrugia qui voulait réagir sur la sécurité, mais donc sur le relogement, parce que sur le relogement, effectivement, nous on avait prévu d'abord un appartement refuge, en ne sachant pas très bien. Donc c'est un appartement dans un autre immeuble ou même dans le même immeuble, mais qui n'est pas impacté par les travaux à ce moment-là. Et nous en avons prévu un au départ. On en avait 2 en réserve en se disant si jamais il faut, on le meuble vite. Et puis effectivement, il y a eu une demande qui a été croissante, parce qu'au départ, les gens disaient non, effectivement, je préfère rester chez moi, j'ai mes vêtements, j'ai ceci. Et puis finalement, il y a eu une demande de plus en plus grande, et à un moment donné, on a même dû loger certaines familles à l'appart-hôtel. Il n'y a pas de cadre, c'est ce que vous dénoncez, vous notamment du côté du syndicat des locataires. Vous dites qu'on devrait mieux prévoir ce relogement, et qu'est-ce qui est prévu finalement légalement, entre guillemets? Surtout que quand on parle de matières dangereuses, il y a aussi la question de toutes la sécurité et les questions des matières dangereuses qui peuvent se retrouver dans l'air, comme des particules d'amiante, quand il y a de la présence d'amiante. Et ce qu'on aimerait bien déjà, c'est que les locataires soient informés s'il y a dans le bâtiment de l'amiante et que l'inventaire amiante leur soit communiqué. Juste là-dessus, parce que Cédric Mailleux, sur l'inventaire amiante, il est communiqué? C'est pas que l'inventaire amiante, c'est la sécurité en général, puisque j'ai pas eu la parole sur la question de la sécurité en général. Donc, sécurité en général, il y a toujours un coordinateur de sécurité de chantier qui est désigné, qui est une personne indépendante, qui n'est pas de la société, mais qui est indépendante et qui vient vérifier, qui vient contrôler que tout se passe bien. Et si quelque chose ne se passe pas bien, il fait fermer le chantier et prévient le bourgmestre tout de suite. Donc, est-ce que l'inventaire amiante est transmis aux habitants? Il y a un inventaire amiante qui existe, et nous avons fait une séance spéciale de présentation de l'inventaire amiante au syndicat des locataires, avec les locataires qui voulaient venir, et avec nos experts techniques pour pouvoir expliquer de manière pédagogique l'inventaire amiante, qui est un document technique qui n'est pas abordable comme ça en première lecture pour tout le monde. Romain Farrugia, vous voulez aller plus loin que cette présentation-là, parce qu'on l'a entendu, c'est ça que les présentations, c'est pas suffisant, il faut que les assistants sociaux soient au courant, parce que je vous ai sucré, donc je vous rends la parole pour répondre là-dessus. Mais juste pour comparer, par exemple, un employé a le droit de savoir s'il y a de l'amiante dans le lieu dans lequel il travaille. Par exemple, le concierge d'un immeuble de logements sociaux a le droit de savoir s'il y a de l'amiante. Cette information n'est pas forcément transmise directement aux locataires. Il y a beaucoup de locataires qui s'inquiètent quand il y a ces travaux-là de cette poussière qui se dégage, déjà la poussière en général, mais qu'est-ce qu'ils respirent pendant la durée de travaux, et ces locataires habitent tous les jours dans leur logement. Il y a la question des logements refuges, des logements de transit de courte durée, qui est effectivement très très importante, parce que les travaux sont des travaux très lourds, qui se déroulent sur 2 ans, parfois plus, souvent plus d'ailleurs, et pendant les vacances scolaires. Et à ce moment-là, il y a les enfants qui sont aussi dans les habitations, il y a des enfants qui souffrent du bruit, de nuisances, et donc il faut multiplier ce type de logement. Effectivement, si ce qui s'est passé dans le passé permet de changer les choses, c'est une bonne chose. Hubert Lyonnais, vous vouliez intervenir? Oui, pour dire aussi que dans le cadre de certains chantiers aussi avec une certaine taille, il y a en parallèle à la figure de l'assistant ou l'assistante sociale, des assistants techniques. Qui sont vraiment des personnes qui sont là pour pouvoir donner toute une série d'informations que les personnes qui sont plus dans le travail social du quotidien ne sont pas à même de donner, et que l'entrepreneur aussi, qui a des obligations financières, de gestion d'équipe, n'est pas non plus en mesure de donner en termes de... Comment se passe la relation sur ces grands chantiers entre les professionnels qui sont là et les gens qui habitent? Est-ce que ça marche bien, ou est-ce qu'il faut justement obligatoirement des assistants sociaux, des intermédiaires? J'imagine que c'est pas toujours forcément évident non plus. Les ouvriers, on sait ce que c'est, ils viennent tôt le matin, ça fait du bruit, ça peut créer des tensions, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en retirez si on va au-delà de la cité du Peter Boss, de ces relations-là? Vous n'êtes quelqu'un à porter d'autant de paroles. Moi, je pense vraiment que l'accompagnement social est un facilitateur avec tous les acteurs qui sont concernés par le chantier. Que ce soit au niveau du locataire, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de l'entrepreneur. Je pense que c'est vraiment un rôle charnière entre tous ces acteurs-là. Et je pense aussi, je ne dis pas que c'est
forcément essentiel, c'est un renforcement d'un accompagnement social qui existe déjà. Donc il y a déjà un travail social sur place qui continue son travail de démarche sociale. Et l'assistance sociale de chantier arrive en renforcement parce qu'on sait que c'est difficile, que ça bouge le quotidien des gens pendant cette période de chantier qui dure entre 1 an et demi et 2 ans. C'est vraiment la vie quotidienne des habitants qui est perturbée pendant toute cette période. Et donc ça, on en est conscient. Et on essaye vraiment d'aménager les choses du mieux possible et de solutionner aussi les choses avec les personnes. Je me tourne vers le professeur d'architecture des cours à l'ULB, on l'a dit, vos étudiants, vous leur apprenez que c'est bien, que c'est l'avenir de l'architecture, ces grandes tours de logements sociaux, ou bien on s'est trompé dans les années 50 en faisant ces grands immeubles et en concentrant là tous ces gens qui ont déjà plein d'autres difficultés à la vie. Alors, au-delà du bien et du mal, on les intéresse à cette réalité de l'histoire de l'architecture et qu'il faut remettre aussi dans son contexte d'un moment d'une crise de logement qui demande de construire énormément de logements en très peu de temps et aussi à un moment d'architecture où effectivement on va vers cette habitation dans la verdure, parce que c'est aussi la réalité de ces grands ensembles que sont Peter Bosch, que sont aussi Versailles et les habitants, après voilà, à des degrés divers, mais apprécient aussi cet habitat dans ça, la verdure. Vous me l'avez dit, vous avez vu sur des chantiers que les gens tiennent à leur tour et que c'est parfois plutôt ceux qui habitent autour qui se méfient de la grande tour, de la cité, entre guillemets. Exactement, et donc c'est une architecture qui est quelque part un peu stigmatisée parce qu'associée à du logement social, c'est une architecture qui est en rupture avec la façon, on peut dire, traditionnelle de faire la ville. Et puis c'est une architecture qui, il est vrai, a des problèmes, parce que cet urbanisme qu'on a aussi appelé urbanisme de dalles, avec ces logements qui sont sur des grandes dalles de parking, c'est le cas à Versailles, c'est le cas à Peter Bosch, c'est au premier sens du terme une architecture qui a du mal à s'ancrer vraiment dans le territoire. Et donc, au-delà des projets d'ailleurs de rénovation, de réhabilitation de l'architecture, il y a un projet plus vaste de aussi réintégration. Et ça, c'est un discours qui passe à Bruxelles, singulièrement. Vous avez l'impression que quand on tient ce discours-là au pouvoir public, ils comprennent? Ben là, ce qui est intéressant, c'est que Bruxelles, la région bruxelloise, s'est donné d'un outil qui a les contrats de quartier, et que dernièrement, et ça c'est la singularité de Peter Bosch et du quartier Versailles, ce sont des ensembles de logements qui ont eu des cités, des quartiers qui ont eu droit à cet outil de rénovation urbaine. Et donc là, il y a tout un travail de participation et donc apporté par les contrats de quartier, et qui est un travail qui porte, lui, non pas sur le logement, parce que ça c'est d'autres subsides, mais sur les aménagements des abords, sur la reprogrammation aussi d'équipements et de services qui sont très souvent manquants dans ces quartiers qui sont strictement résidentiels et souvent aussi en termes de mixité sociale, pas suffisamment mixte socialement. Donc il y a ce travail pour les réintégrer, si on veut, dans un tissu urbain. Je vais vous demander à tous les quatre de réfléchir à votre dernière intervention. Bah oui, l'heure tourne, vous avez le temps d'un jingle pour votre argument recevable. Romain Farrugia, que je sens un peu sevré, vous avez entendu un argument recevable, peut-être du côté de Comencia ? Oui, l'argument selon lequel c'est effectivement difficile de reloger les locataires lorsqu'il y a des grands projets de rénovation. Voilà, on ne peut pas comme ça bouger. Créer autant de manière temporaire. Voilà, alors des logements temporaires, c'est vrai qu'on en réclame plus, quelques-uns, pas un, pas deux, mais 10, 15, pour des familles, pour des gens qui sont fragiles. Mais je comprends qu'on ne puisse pas vider toute une tour et la reloger ailleurs, sachant que le parc immobilier est restreint. Vous avez entendu un argument recevable, allez, vous pouvez rendre l'appareil au syndicat des locataires. On vous oppose un peu, mais voilà. Je pense que le fait que les locataires s'inquiètent, c'est quelque chose qui a été dit, les locataires s'inquiètent du chantier, de tout ce qu'il y a autour, des éventuelles craintes pour leur santé, etc. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce travail avec tous les acteurs dans la bienveillance, dans la co-construction, de manière constructive, de manière loyale, pour pouvoir apaiser les locataires. Mouna Tekal, vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? Oui, j'ai entendu que le métier devenait pérenne. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très novateur, parce que ce n'est pas toutes les sociétés de logement social. Et je trouve ça important quand même de souligner que maintenant, le locataire, dans le cadre des travaux, est vraiment au centre, et on essaye vraiment de faire au mieux pendant cette période difficile de continuer tous les travaux. Hubert Elionnet, en 10 secondes, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion aujourd'hui?
Je retiens la dimension d'accompagnement social et la parole donnée aux habitants. Je crois que c'est vraiment important de débriefer avec eux ces différentes expériences. Elles sont multiples, un cas n'est pas l'autre, donc il faut pouvoir discerner. Et ce qu'on apprécie, je trouve, dans les paroles données aux habitants, c'est qu'on sent aussi que ces habitants, ils l'ont dit, le parcours a été difficile, mais l'issue est heureuse. Et on sent qu'en fait, il y a une appropriation en fait, du logement qui ressort très clairement, je trouve, de cette expérience. Vraiment méritoire. Parce que merci à tous les 4. Je rappelle, lundi prochain, vous pourrez voir Peau Neuve au Peter Boss. Très beau reportage réalisé notamment par Adrien Mehdi avec Safwan Abdeslam et Gilles Tenissen. J'ai dû regarder mes notes parce que ce sont des indépendants, mais on les diffuse avec plaisir sur BX1. On se retrouvera aussi la semaine prochaine pour un autre sujet avec de nouveau beaucoup de questions.